Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du scaling des API clients à Algolia. Je me suis permis de modifier un tout petit peu le titre de la presse pour vous raconter une histoire. Et cette histoire, elle commence avec une question. C'est combien faut-il de devs pour maintenir 11 API clients? Avant de répondre à cette question, je voulais me présenter, tu l'as déjà fait, c'est à peu près pareil. Non, non, c'est parfait. Moi, j'ai supervisé l'automatisation et le développement de différentes parties de plusieurs de nos clients euh, dans ma team actuelle. Aujourd'hui, je suis en train de passer team lead dans cette nouvelle équipe API Clients. L'ancienne équipe, on faisait un peu plus de choses. Euh, et voilà, donc je voudrais vous emmener avec moi dans cette histoire. Combien de devs faut-il pour maintenir 11 API Clients? Bah, il faut 11 devs. Non, c'est pas vrai. La réponse, elle est un peu plus complexe parce que la question est un peu plus compliquée que ça. C'est une solution qu'on a envisagée, avoir un dev par langage. Parce que du coup, on a 11 langages. Euh, et avant de rentrer dans le détail, je voulais vous parler d'Algolia. Du coup, Tim l'a fait, donc c'est couvert aussi. Normalement, les autres slides n'ont pas été couvertes encore. Algolia, c'est d'abord une API de recherche. Cette API, elle est customisable pour vos données, pour les données de nos utilisateurs. Au-delà de la recherche, il y a d'autres produits satellites, la recommandation, les events et d'autres choses. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Algolia, c'est API first. Toutes les fonctionnalités disponibles sont disponibles à travers nos API. Vu que c'est API first, on veut couvrir le plus de devs possible. Et couvrir le plus de devs possible, ça veut aussi dire couvrir le plus de langages possible. On couvre 11 langages. On en a basé sur la JVM, Java, Kotlin, Dart et Scala. On a des langages de scripting, TypeScript, Python, Ruby, PHP. Et on a même des langages compilés comme Swift, Go et C Sharp. À ça, on rajoute 4 frameworks, Rails pour Ruby, Django pour Python et Symfony et Laravel pour PHP. Chaque langage, chaque framework vient avec ses spécificités, donc ses bugs et ses besoins de maintenance personnelle. Comme je vous l'ai dit, chez Algolia, on ne fait pas que de la search. On a une dizaine de produits, mais donc c'est une plateforme qui offre 10 API en interne. Euh, et si on multiplie nos 11 langages par ces 10 API avec les 4 frameworks, ça donne une formule qui est dévastatrice. On a plus de 100 packages à gérer, 100 packages à builder, à maintenir, 100 packages qu'il faut garder cohérent et 100 packages dont il faut fixer les bugs quand il y en a. Alors, on a testé plusieurs solutions. La première, c'était une équipe dédiée avec un dev par langage. Ça vient avec ses avantages et ses inconvénients. Les inconvénients principaux, c'est les temps morts importants pour les devs, l'ajout de features des API est irrégulier, donc il n'y a pas forcément de travail à faire sur les API clients eux-mêmes. Les clients sont inégaux face aux updates, donc la mise à jour de certains langages en cas de bug par exemple dû à une spécificité du langage, ça n'arrive pas en même temps sur tous les langages. Et il y a une complexité cognitive sur les développeurs due au context switching. Ils ont leur feature à dev euh, et non, surtout dans cette situation-là, la complexité vient que les devs doivent connaître toutes les API. Ce qui est compliqué, ils doivent connaître les produits de d'autres équipes. On a testé une deuxième solution, on a envisagé une deuxième solution, c'est d'avoir des devs qui sont embarqués dans chacune des équipes des API. Là, les inconvénients, ils sont différents. On a besoin du coup d'avoir des devs qui sont polyglottes, doivent connaître 11 langages chacun. Ils doivent avoir une expertise qui découle de tous ces langages, et ce qui est assez peu probable. C'est assez difficile de connaître les spécificités de 11 langages. Il y a une question de responsabilité transverse. Qui doit s'occuper du code
qui n'appartient pas aux API, mais qui appartient au langage eux-mêmes. Et c'est là, surtout, qu'arrive une accumulation de bugs dus au context switching, puisque ces devs qui seraient potentiellement embarqués dans les différentes équipes, ils doivent déjà travailler sur leurs features. Donc si on leur demande en plus de bosser sur les API clients, ça passe au second plan. Donc on s'est posé une question. Si seulement il existait une technologie qui pouvait prendre en entrée des descriptions d'API et sortir du code qui correspond à ces descriptions. Je ne sais pas si vous connaissez une technologie pareille, mais il y a OpenAPI. C'est le standard de description d'API le plus utilisé au monde, que de plus en plus de monde connaît. Si vous êtes là ce soir, il y a des chances que ça vous dise quelque chose. Notre premier travail dans notre équipe, ça a été de construire un outil au-dessus des outils que propose OpenAPI pour streamliner notre process de build de nos API clients. On a fait un CLI du coup pour streamliner ce process dans un outil centralisé. Il est basé sur Docker pour avoir un environnement de dev universel. Il va valider, linter, formater nos specs de nos API. Il va compiler des générateurs custom qui sont au-dessus des générateurs d'OpenAPI. Il va générer le code pour toutes nos API. Et à partir de templates moustache, si vous êtes familier avec ce système, donc pour insérer des variables, faire des boucles basiques. Et ce que je vous propose, c'est que on plonge en détail dans ce pipeline pour découvrir un peu plus tout ce qu'on a fait autour des outils OpenAPI. La première étape, ça a été d'écrire les specs pour toutes nos API. C'était pas fait avant. Et du coup, c'est notre équipe qui a fait un gros travail d'introspection sur les API d'Algolia pour écrire une spec par API. On a suivi le standard d'OpenAPI, ce qui a rendu le travail facile, même s'il était très long. Ensuite, on a surchargé les générateurs de OpenAPI en écrivant les nôtres, pour avoir les spécificités nécessaires pour Algolia. Cette surcouche, elle nous permet aussi d'être plus précis pour chacun des langages, pour gérer le casing, Snake Case pour Python, Camel Case pour JavaScript, avoir des templates moustache custom. Et au final, ce qui est assez pratique, c'est qu'on n'écrit plus le code de nos API clients, mais on écrit du code qui écrit du code. Ce code qui est généré, c'est du code qui est commenté. Ce sont des méthodes et des classes qui sont fidèles à ce qu'attendent nos API et à ce que retournent nos API. À chaque évolution de nos features, le code est régénéré automatiquement. À chaque bug trouvé, il est fixé sur les 11 langages en même temps. Et ça, c'est un confort qu'on ne voudra plus jamais perdre. C'est une source de vérité. Ce code source, c'est une source de vérité unique pour tous nos besoins. Et ce code, c'est le code qui sera publié au final dans plusieurs étapes, mais c'est le code final qu'on publie à tous nos utilisateurs. On va avoir une étape de formatting de ce code généré. Habituellement, c'est une étape à laquelle on ne pense pas trop, qui est intégrée dans nos outils. Là, c'est quelque chose qu'on doit trigger manuellement, vu que le code généré, il est généré avec souvent, le problème principal, ça va être des white space centraux, des espaces, des sauts de ligne en trop. Et c'est une étape qui est nécessaire pour pouvoir faire des diffs de qualité entre chaque génération, pour savoir quelle partie du code a vraiment changé entre deux générations. Et pour pas avoir du bruit avec tout le reste. Après, il faut quand même prendre un moment pour être rationnel. Si on a réussi à générer une grande partie de notre code, il y a une partie qu'on ne peut pas générer. Il y a une partie qui doit être écrite manuellement. C'est
un 80-20 classique, c'est pas exactement 80%, 20%, mais dans l'idée, si 80% de notre code est généré automatiquement depuis les specs, il va rester 20% à écrire manuellement, qui va être spécifique à Algolia, par exemple pour répondre à des questions de SLA, ou au langage. Pour le langage, par exemple, chaque langage va avoir des spécificités qu'on va vouloir prendre en compte. La synchronicité en Python, ça va nous faire générer deux clients, un client synchrone, un client asynchrone. Et il y aurait plein d'autres exemples sur lesquels je ne veux pas trop m'attarder, mais pour être au plus proche des besoins de nos clients, on va aussi proposer de désérialiser leurs records qui viennent de nos index dans des types custom. Et pour ça, on va leverage les types génériques de plusieurs langages en JS, en, en Go, en Java. Et après, il y a une partie spécifique à Algolia aussi. Euh, pour être conforme à notre SLA, on va écrire une retry strategy. Donc, c'est une relance automatique des requêtes réseau en fonction des codes d'erreur qui nous sont retournés, avec un temps d'attente exponentiel pour permettre au serveur d'avoir le temps de gérer ces requêtes qui ont échoué une première fois. Donc, pour récapituler, notre pipeline, c'est un CLI qui repose sur les outils d'OpenAPI, les spécifications, les générateurs, et qui produit du code. Ce qui donne quand même une formule un peu plus agréable que 11 langages x 10 API plus 4 frameworks, un nombre incalculable de packages à maintenir à la main. Alors le code généré c'est bien, mais le code testé c'est mieux. Vu qu'on a un pipeline qui fonctionne bien, on a repris le même schéma et on a généré nos tests aussi. On a écrit des specs en JSON en suivant les définitions OpenAPI pour pouvoir générer des tests. On a écrit des générateurs spécifiques pour pouvoir générer ces tests. Et maintenant, en plus de générer du code, on génère des tests. Donc on écrit du code. On écrit du code qui écrit du code. Maintenant, on écrit du code aussi qui écrit des tests. Mais au final, les tests, c'est du code aussi. Donc ça revient au même. Et savoir que notre code généré est testé, c'est aussi un confort dont on pourra plus se passer. Parce que avec la multitude de tests unitaires et end-to-end qu'on génère, on est sûr que nos clients sont fiables. On teste tous les langages dans toutes les API en parallèle pour pas que ça prenne trop longtemps et, ça nous rassure. Donc on a du code généré, on a du code testé et il y a une troisième étape qui est encore plus agréable, c'est d'avoir du code déployé, accessible pour nos utilisateurs. Donc on reprend le même pipeline et au lieu de juste rajouter la release à la fin, on va l'intégrer dans notre pipeline de génération avec notre CLI pour aussi générer de la documentation, pour que nos utilisateurs sachent ce qu'ils récupèrent quand ils utilisent nos API clients. On génère de la documentation qui est mise à jour automatiquement à chaque nouvelle feature, à chaque bug fixe. On génère aussi des morceaux de code qui sont intégrés dans notre documentation. Et ce système de génération de petits snippets de code, il est assez global pour pouvoir être intégré dans tous les repos Git qui nous appartiennent, dont on a besoin. Par exemple, sur notre dashboard, si on veut promouvoir une feature qui n'est accessible que depuis l'API, on peut afficher un snippet de code qui correspond. Cette étape de release, elle arrive à la fin de notre CI. Elle envoie les paquets mis en forme pour chacun des dépôts qui correspondent au langage. Et ça prend moins de 20 minutes. Ça prend moins longtemps que la durée de ce talk. Pour délivrer 115 paquets, du coup, à peu près. Du coup, maintenant qu'on a tout ça, pour répondre à la question du début, combien de devs il faut pour maintenir 11 API clients?
La réponse, c'est 3 devs. Alors, il y a une astérisque. C'est 3 devs pour maintenir ce pipeline qui a été écrit par une quinzaine de devs d'abord. Donc c'est 3 devs sans compter ceux qui l'ont construit. Et c'est 3 devs sans compter les communautés open source qui ont écrit les outils nécessaires à la construction de ce pipeline. Parce que, en fait, je pense que s'il faut garder 2 idées de ce talk, c'est que il faut faire confiance au standard. Ça sert à rien de tout réécrire. Il y a des projets open source incroyables qui existent, OpenAPI en l'occurrence. Et grâce à ces standards, on a une base sur laquelle s'appuyer pour construire d'autres outils incroyables. Et l'autre point, c'est si vous cherchez à tout automatiser, il ne faut pas chercher à vraiment tout automatiser. Il y a toujours une partie de code qui reste à écrire manuellement, qui a toujours besoin d'une touche humaine. En tout cas pour l'instant, avec l'IA, on verra. Merci. Si vous avez des questions. 2 questions opérationnelles. Alors, le temps que ça a mis à tout automatiser, et alors je peux de ce côté, et l'équipe, si vous étiez 11 au départ, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ils sont allés sur des tâches qui ont plus de valeur ajoutée, ou ils ont été remplacés? Alors, sur le temps que ça a mis de construire le pipeline, je dirais à peu près 3 ans. Ça a dû commencer il y a 3 ans. Sur cette question des 2 solutions potentielles, c'était potentiel. Au final, on n'a jamais eu, il me semble qu'on n'a jamais eu autant de développeurs dédiés aux API clients. Et dans mes souvenirs avant, moi je suis arrivé il y a 3 ans, donc je connais surtout cette partie-là de l'automatisation. Et si je me trompe pas, avant c'était plutôt du dev embarqué. Même encore maintenant, quand on a des questions très pointues sur certains langages, on sait qui aller voir dans les différentes équipes. Si j'ai bien compris, du coup, c'est du templating globalement pour générer le code, mais du coup, pour créer et maintenir les templates, il y a quand même besoin d'avoir une connaissance dans les N langages dans lesquels vous générez. Ouais. Donc, comment ça se passe avec les 3 devs? Ont la maîtrise des 11 langages ou... Alors ces templates, du coup, ils ont été écrits durant ces 3 dernières années. On était un peu plus alloués pour créer ce pipeline d'automatisation. Effectivement, ça rentre un peu dans cette question du code manuel, parce que ces templates, ils sont dans chaque langage. OpenAPI fournit des templates de base dans chaque langage. Et nous, après, on les a modifiés pour que ça corresponde mieux à notre DX et aux besoins d'Algolia. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, si on doit toucher à ces templates, c'est surtout pour du bug fix. Ça, avec un peu de chance, ça va arriver un peu moins, puisque tout ce qui est nouvelle feature, c'est dans les specs YAML. Ok, merci. Merci beaucoup Thomas, bravo.